Bonjour à tous. Alors, nous allons aujourd'hui vous présenter un article d'un groupe de chercheurs tchèques qui s'est intéressé à l'effet dualiste d'une stimulation cérébrale profonde du globus pallidus interne sur les troubles moteurs de la parole dans le cadre de la dystonie. Alors, cet article nous a semblé intéressant, car d'un point de vue clinique, on sait que la stimulation cérébrale profonde est couramment utilisée dans le cadre de la dystonie. Et donc, si un jour on reçoit un patient qui présente cela et qui souhaite recourir à la stimulation cérébrale profonde, c'est intéressant et on s'est donc questionné sur les implications que cela peut avoir au niveau de la parole et au niveau des effets secondaires que cela pourrait comporter. Donc, dans un premier temps, nous allons faire un bref rappel de ce qu'est la dystonie et la stimulation cérébrale profonde. Donc, la dystonie est un trouble neurologique moteur qui se caractérise par des contractions musculaires involontaires. Le plus souvent, elle est induite par une lésion au niveau de la voie motrice indirecte qui se situe dans les ganglions de la base. Donc, la personne dystonique aura des difficultés à réaliser des mouvements parce que ses muscles agonistes et antagonistes se contracteront en même temps. Pour ce qui est des symptômes au niveau de la parole, la dystonie s'inscrit dans le cadre d'une dysarthrie hyperkinétique. Et donc, la parole de la personne qui présente une dysarthrie hyperkinétique se caractérise par une imprécision articulatoire, un excès prosodique, une insuffisance prosodique et enfin une sténose phonatoire. Pour ce qui est des traitements de la dystonie, ceux-ci ne sont pas curatifs, mais ils visent à améliorer les symptômes, c'est-à-dire à diminuer les mouvements anormaux. On peut faire des injections de toxines botuliques ou suivre une prise en charge médicamenteuse. Et dans un dernier cas, la chirurgie est envisagée. Donc, la stimulation cérébrale profonde est une technique chirurgicale qui vise en l'implantation d'électrodes dans une structure particulière du cerveau. Dans le cadre de notre étude et pour les patients dystoniques, cette implantation d'électrodes se fait au niveau du globus pallidus interne qui se situe dans les ganglions de la base. Donc, les électrodes sont reliées à un stimulateur qui envoie un faible courant électrique, bloquant ainsi l'activité cérébrale anormale provoquée par la lésion des ganglions. Et le but de ce traitement, c'est de diminuer les mouvements involontaires. Donc, comme on peut le voir ici, au niveau du cerveau, des électrodes qui sont implantées de manière bilatérale et qui sont reliées à un stimulateur au niveau de la clavicule. Alors, pour ce qui est de la problématique, jusqu'à présent, seulement 2 études sont intéressées à l'impact du GBI-DBS sur le discours des patients dystoniques, notamment Tripoliti et Rich, qui ont en effet constaté que ça pouvait permettre une amélioration de la parole. Néanmoins, ils ont observé des effets secondaires, à savoir des signes de dysarthrie hypokinétique et des signes de bégaiement. Donc, l'étude que l'on vous propose aujourd'hui a donc décidé de poursuivre l'investigation de l'impact de la GBI-DBS chez les patients atteints de dystonie à travers l'analyse de divers aspects vocaux. Et ils avaient 2 hypothèses. La première, que cette stimulation aurait des effets négatifs sur la parole, donc des effets secondaires, et que ces effets secondaires seraient modulables selon les paramètres de stimulation. Donc, concernant la méthodologie, l'étude a porté sur 2 groupes. Un premier groupe patient qui était constitué de 19 individus dystoniques. Au niveau de leurs caractéristiques, elles étaient assez variées en termes d'âge, de durée de la maladie et d'origine de la dystonie. Mais néanmoins, ils répondaient à certains critères d'inclusion bien précis, notamment le fait qu'ils soient pharmacorésistants, donc le fait que la thérapie médicamenteuse n'ait pas fonctionné. Et donc, ces patients dystoniques ont tous été implantés bilatéralement et donc ont suivi un traitement par stimulation. Et à ce groupe patient a été apparié un groupe contrôle qui était constitué de 19 participants qui ne présentaient pas de troubles neurologiques et ni de troubles de la communication. Alors, pour l'évaluation, les chercheurs ont recueilli des échantillons de langage à travers des tâches de phonation soutenue d'une voyelle, de répétition rapide de syllabes et enfin une tâche de monologue. Et ils ont donc recueilli à travers cela l'affluence, l'intelligibilité et des index de dysarthrie hyperkinétique et hypokinétique. Dans cette partie d'évaluation, le groupe patient a été soumis à ce testing sous 2 conditions. La première condition qui était la condition on, simplement il y avait le système de stimulation était actif et il faut savoir que l'intensité était variable selon chaque patient. Et la seconde condition qui était la condition off, qui se déroulait 2 heures après la première et simplement dans ce cas-là le système était éteint donc il n'y avait pas de stimulation. Alors,
Avant de vous présenter les résultats, on va faire un bref rappel des hypothèses. Donc, dans un premier temps, la stimulation cérébrale profonde entraînerait des effets secondaires sur la parole de patients dystoniques, et ces effets secondaires pourraient être modulés selon les paramètres de la stimulation qui sont propres à chaque patient. Et donc, pour les résultats. Donc nous n'allons présenter que les résultats qui nous ont paru pertinents pour répondre à notre problématique, qui était de savoir si une telle technique présentait un avantage pour les troubles, enfin pour les patients dystoniques et notamment sur leur parole, et dans le cas d'effets secondaires, quels étaient-ils. Donc pour cela, les chercheurs ont fait une comparaison au sein du groupe patient où ils ont donc comparé la condition on où il y avait une stimulation et la condition off où il n'y avait pas de stimulation. Donc ils ont conclu que cette technique avait un effet positif sur les troubles de la parole qui étaient associés à la dystonie. En effet, chez 9 patients qu'on peut voir en bleu, quand il y avait une stimulation, il y avait une amélioration des symptômes hyperkinétiques, et cela sans effet secondaire. Par contre, chez 4 patients qu'on peut voir en rouge, ils ont observé que lorsqu'il y avait une stimulation, on pouvait voir apparaître des symptômes hypokinétiques et sans amélioration de la parole. Mais les chercheurs ont tenté d'approfondir l'analyse de ce groupe et ont remarqué qu'ils avaient bénéficié d'une stimulation plus importante, et ils ont également remarqué que au niveau de la localisation des électrodes, celle-ci était placée en position plus médiale, donc plus au centre, sur le globus pallidus interne par rapport au groupe qui avait bénéficié de la thérapie. Et on a eu un patient pour qui, au contraire, il n'y a pas eu d'amélioration, et il y a eu une détérioration de la parole, de la dystonie, ainsi que des troubles hypokinétiques, donc les effets secondaires. Et dans un autre petit groupe de 5 patients, la technique n'a montré aucun effet. Alors, ce que l'on aimerait que vous reteniez aujourd'hui, c'est que donc... Tu peux aller en arrière. La thérapie qu'on a proposée aujourd'hui comporte en effet 2 effets opposés qui sont dans environ 50% des cas un effet positif qui va se caractériser donc par une amélioration de la voix. Et il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des effets secondaires qui, eux, vont se caractériser par des symptômes dysarthrie hypokinétique. Mais il faut savoir aussi que ces effets secondaires pourraient être diminués grâce à une intensité diminuée ainsi qu'une implantation d'électrodes en position plus latérale dans le globus pallidus interne. Donc maintenant, en pratique, lorsque l'on va recevoir un patient, en tant que logopède, on va directement pouvoir l'informer sur le fait que dans 50% des cas, oui, il pourra y avoir une amélioration de la voix, mais que dans une partie des cas aussi, donc, il y aura des effets secondaires. Dans notre article, ils n'ont pas précisé vraiment en quoi se caractérisaient les symptômes de la dysarthrie hypokinétique, donc c'est-à-dire les effets secondaires, mais dans un ancien article de Tripoliti, on a vu que ceci se caractérisait par un volume réduit, un débit plus rapide et une accélération indistincte. Donc, c'est pratique pour nous, comme ça on pourra informer le patient et lui dire que nous, on a à même de rééduquer cela, donc que les effets soient positifs ou négatifs, on pourra de toute façon l'aider. Donc voilà. Merci de votre attention. Moi, j'avais une question. En fait, quand vous parlez des traitements possibles de la dystonie, est-ce qu'il y a une prise en charge logopédique qui est proposée à ces patients en même temps que la stimulation? Non, ou pas du tout. C'est juste voir leur parole donc, dans le langage spontané, c'était ça? Et donc, oui, c'est juste les faire parler et voir ce que la stimulation fait sur leur langage, en fait. Et ils sont pas du tout ils peuvent pas du tout être pris en charge par une logopède? En fait, la stimulation, c'est juste, ils vont être stimulés, donc le on, ils vont recevoir le courant, et on va voir comment est leur parole à ce moment-là, et le off, ils n'auront rien du tout. Et donc, c'est vraiment la stimulation qui va avoir un effet, et donc pas de prise en charge logopédique à ce moment-là, quoi. D'autres questions ? Est-ce que cette solution pourrait être envisagée chez des patients pour qui la rééducation logopédique serait un échec? Oui, éventuellement. Donc, comme on l'a dit, je pense, c'est vraiment peut-être en dernier recours. Donc, peut-être envisager cela et après partir des effets secondaires. Donc, on ne sait jamais si la dysarthrie
s'il y aura une amélioration au niveau de la dysarthrie hyperkinétique ou alors hypokinétique, et on va repartir de cela et peut-être repartir avec une rééducation logopédique, éventuellement, je pense. Ok, merci. D'accord avec ça. Moi, par rapport aux résultats, c'était les effets directement quand c'était en on, ou bien c'est des effets qui sont restés un peu plus longtemps après? Non, les effets étaient seulement quand il y avait une stimulation, parce que justement on comparait quand le système était allumé, donc quand il y avait stimulation et quand il n'y avait pas de stimulation. Donc une fois qu'il n'y avait plus de stimulation, ça revenait. Ça a enlevé comme les effets, avant, parce qu'il faut savoir que la stimulation cérébrale profonde est un traitement qui est réversible, puisqu'on peut l'enlever ou simplement l'éteindre, donc dans ce cas-là il n'y a plus d'effet. En fait, voilà, j'essaye de comprendre parce que la méthode est utilisée surtout, d'après ce que je sais, dans la maladie de Parkinson. Et surtout, en fait, elle n'est pas conseillée dans tous les cas. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte avant de mettre en place cette chirurgie. Est-ce qu'on va réellement... je veux dire, c'est intéressant dans le sens où ça s'ajoute... aux connaissances qu'on a de la méthode, mais est-ce qu'on va vraiment s'intéresser d'abord à la parole en premier avant de voir tout ce que ça peut proposer, enfin ce que ça peut poser comme problème. Voilà, étant donné que c'est quand même une chirurgie, si ça ne fonctionne pas, il y a quand même des électrodes qu'on ne va pas aller chercher. Donc voilà. Mais je pense en fait que de base, donc la dystonie, ce n'est pas seulement des problèmes au niveau de la parole. Donc on va plutôt proposer ce type de prise en charge pour, outre la parole, plutôt pour la motricité de base, et cela, dans les cas donc les plus sévères, et cela aura d'office un impact sur la parole. Mais je pense, c'est pas entre guillemets une prise en charge pour la parole de base, c'est plutôt la personne qui aura donc une dystonie sévère à l'ensemble de son corps ou à certaines parties, et donc qui pourront aussi également en bénéficier au niveau de la parole. Tout à fait. Donc en fait, c'est une recherche qu'on peut, je veux dire, ajouter à ce qu'on sait déjà sur les problèmes moteurs, mais ou les avantages de la méthode, mais on ne peut pas en premier lieu dire voilà, la personne va venir chez la logopède pour l'informer. C'est un plus, mais je veux dire au niveau clinique. C'est vraiment pour les cas les plus sévères et quand les autres thérapies n'ont pas marché. Voilà. D'accord, merci.